Bonjour, Perfekt. bienvenue. Guten Tag und herzlich Bonjour et willkommen bienvenue. zu unserer Bonjour et bienvenue à Veranstaltungsreihe notre zum cycle Miteinander. d'événements franco-allemands sur l'économie Wir freuen circulaire dans uns, le dass Sie bâtiment. an unserem Nous sommes heutigen Webinar heureux teilnehmen de vous accueillir und aujourd'hui wie lors de ce gewohnt webinaire gibt et es comme d'habitude, eine il y Simultanübersetzung aura une traduction von Deutsch ins simultanée. Sächsisch-Niederlande werfen Nous und allons deshalb donc freue ich mich jeter un coup ganz d'œil aux besonders, Pays-Bas Ihnen et unseren heutigen je Gast suis vorstellen zu ravie de dürfen. pouvoir vous Stefan Dandl, présenter herzlich notre willkommen. intervenant d'aujourd'hui. Er Stéphane ist Dandl, interner Berater bienvenue. für das nachhaltige Il Bauen und est Planen bei der Stadtplanung conseiller und pour Dozent für die la Methoden des construction et zirkulären l'aménagement Bauens durable à la ville de an der Haarlem et Universität Harlem. enseignant en méthodologie de conception circulaire à Bevor l'université ich de an dich Wismar en übergebe, Allemagne. möchte ich mich Avant de natürlich te auch passer herzlich la parole, bedanken für die Stéphane, Unterstützung je unserer voudrais dire Veranstaltungsreihe. merci. Diese Dank gilt Merci à insbesondere nos Nouveau Horizons, sponsors, der Bergstiftung la und der Fondation du Kollektivité Bade-Württemberg, Européenne Nouveau d'Alsace. Horizon et la collectivité Und européenne d'Alsace. bevor wir nun Et übergehen, avant möchte ich auch de unbedingt darauf hinweisen, euh, dass ich rentrer dans das le vif überhaupt de nicht allein machen sujet, konnte. je Ich begrüße voudrais souligner natürlich un fait important. euch als Je ne suis Webinar, pas le seul à aber animer ich hätte tolle ce Freude cycle machen können, d'événements. unsere gesamte Aujourd'hui, Reihe j'ai der fait Innovationsförderung voranzubringen. prononcé les mots d'introduction, Deswegen mais je dois freue ich mich, dass souligner Sie que heute c'est da un sind travail d'équipe und et je suis es wäre schön, ravie de les wenn voir ici Sie euch parmi nous. kurz vorstellen Et je können, pense que ce ganz serait une und bonne Stefan idée dann si vous vous übernehmen kann. présentiez Katharina, bitte. avant que je passe la Fünf parole à Minuten. Stéphane. Katharina, Oui, bonjour et souhaites bienvenue. commencer? Je suis Katharina Brockstedt, la coordinatrice de la partie alsacienne d'Envirobad Grand Est. C'est un centre de ressources qui s'adresse aux professionnels du bâtiment concernant les thématiques du bâtiment et aménagement durable. Et je suis ravie qu'on fasse ça ensemble. Et je passe la parole à Stéphanie. Vielen Dank für die Übergabe. Merci Danke de für me den passer la Ausblick und parole. ganz herzlich Merci willkommen. également de m'accorder Ich bin die le droit de Geschäftsführerin me von présenter. Je suis la Architekturcenter und directrice des de la vitrine Institutes d'architecture ASF. à Karlsruhe Wir avec sitzen le in sigle Karlsruhe ASF. und wir sind ein Nous avons donc notre siège à Einzelvermittlungsunternehmen für Karlsruhe. Nous sommes Architektur une und association Baukultur pour und machen transmettre les informations Veranstaltungen, sur l'architecture et la Ausstellungen culture du und haben bâtiment. eben On einen organise des Raum in der expositions Waldstraße, wo jeder et herzlich des willkommen ist, über excursions et Zeit, wo vous sich über nous trouvez à alles, Karlsruhe was die Stadt so dans la beschäftigt, Waldstraße informieren. où vous pouvez Und vous damit informer sur übergebe tout ich ce an qui touche Alice. à la construction dans la ville. Danke, Alice, Stefanie. à toi. Ja, auch ein herzliches Willkommen Je von vous mir. souhaite Ich bin également la Alice Knorz bienvenue. Je von m'appelle Verantwortung. Alice Wir Knorz. sind Je ein travaille pour gemeinnütziges l'association Unternehmen mit Schwerpunkt Verantwortung. Karlsruhe, die On est deutschlandweit un aktiv sind. réseau Und wir d'entreprises bemühen à uns, but für non diese ganzen Themen lucratif rund ici um à nachhaltiges Karlsruhe et Wirtschaften und on fähiges se Wirtschaften zu begeistern focalise nos durch activités Events, durch sur la durabilité. Informationsveranstaltungen On wie organise des dieses événements, Webinar. Und euh, ich denke, alles andere wurde des schon gesagt. réunions Ich freue mich informatives, jetzt des auf den webinaires comme Vortrag. aujourd'hui. Et je crois que vous avez déjà tout dit. Nous avons hâte d'entendre Stéphane Dammel. Selber, wie Sie kennen, Tu vas le Mitbegründer von faire Circular tout à Black l'heure. Forest Je und wir m'appelle David arbeiten Seiler. als Circular Je suis Black Forest cofondateur de Circular in Black Kooperation mit Städten Forest und Kommunen, en mit coopère Land, avec des Institutionen, communes, avec Initiativen, des villes, avec des institutions Transformationen du zur land et Kreislaufwirtschaft des bei der entreprises Fachwaldregion à und promouvoir la ganz transformation hautnah vers une économie ein circulaire besonderes dans la Anliegen, forêt ein noire. beeindruckendes Et Ergebnis haben. donc, nous Hier œuvrons à ein kurzer proximité de la Hinweis frontière. Voilà auf pourquoi den on voulait Ablauf participer à ce cycle des d'événements. Webinars. Stellt Encore eure quelques Fragen bitte informations in den Chat. concernant le déroulé de Wir notre werden die dann webinaire. sortieren Je vous invite und à poser vos questions zu dans le zwei chat. verschiedenen On Zeitpunkten va les auf trier Stefan dann et Fragen stellen, suite à la sodass Sie dann présentation, beantworten können. Auf diese Stéphane Weise können Sie pourrait sicherstellen, répondre dass à vos der questions. Fluss, der Unterboden, der Ainsi, sich jetzt etabliert on hat, für n'interrompra Ihnen in pas Zukunft le frei fil de bleibt und réflexion que trotzdem Stéphane a sehr relevante préparé Fragen et auf on alle sera Fragen sûr de pouvoir eine répondre Antwort à bekommen. un maximum de questions dans le Und temps nun darf ich qui an nous dich est übergeben, imparti. Stefan. Et maintenant, je Vielen passe la parole à Dank. Stéphane. Stéphane, c'est à toi. So, bonjour et Euh, bienvenue. Schönen guten Tag bonjour auch von et meiner bienvenue. Seite. Ich hoffe, der J'espère Bildschirm ist sichtbar vous für pouvez alle. bien voir l'écran Dann, et ma ja, zunächst erstmal vielen présentation Dank, dass que ich j'ai hier partagée. sprechen darf. Tout d'abord, Sehr merci schön. de Vielen Dank für die m'avoir Einladung. invité. Vor allen Dingen gut zu Je hören, suis dass das ravie d'être Interesse là für et je Zeitreisen und vois que Zirkularität gegeben ist. Das vous ist avez un fort wichtig. intérêt à l'approche néerlandaise concernant Ich hoffe, l'économie dass ich die circulaire dans la Erwartungen, construction. die ja teilweise J'espère que ma maximal sind, présentation wahr machen correspondra kann. à vos attentes. Ja, lassen wir loslegen Oui, alors, mit dem on Vortrag. va commencer.
De quoi s'agit-il aujourd'hui? Mon titre est La construction circulaire, le bâtiment, une banque de ressources, point d'interrogation. Ça, c'est ce qu'on va discuter pour voir si on peut vraiment traiter le bâtiment comme une réserve de ressources et de matériaux. J'ai structuré mon intervention en 3 parties. Je vais commencer à vous parler des stratégies et discuter comment le concept de la construction circulaire est appliqué aux Pays-Bas. Ensuite, je vais évoquer les conditions cadres dans lesquelles on utilise ces stratégies et on va discuter quels sont les facteurs freinant ou favorisant la construction de l'économie circulaire. Et par la suite, je vais vous montrer quelques exemples qui ont plutôt bien marché en ce qui concerne l'économie circulaire. Peut-être quelques mots à propos de moi-même. Je m'appelle Stefan Dannel. Je viens d'Allemagne et depuis 25 ans, je travaille et je vis aux Pays-Bas. Et comme la circularité a plusieurs perspectives, et j'en connais quelques-uns. Je suis architecte de profession et petit à petit, je me suis spécialisée dans la construction circulaire et j'ai essayé de développer quelques activités dans le conseil, dans la recherche et entre-temps, je suis conseiller construction durable de la ville de Haarlem. Avant de commencer, encore quelques petites remarques et quelques chiffres pour rentrer dans le vif du sujet. L'impact des matériaux dans la construction est énorme. Il y a quelque temps, il y avait une étude qui a constaté que la masse des produits faits par l'homme dépasse pour la première fois la masse de tous les êtres vivants, donc de toute la biomasse. C'est difficile à visualiser, mais c'est quand même une comparaison qui fait réfléchir, je pense. Ça, c'est le volet de la production. Et de l'autre côté, vous voyez qu'il y a très peu de déchets de la démolition sont récupérés et valorisés. Aux Pays-Bas, 88% des déchets de construction sont recyclés, oui, mais avec du downcycling seulement. Il y a seulement 8% qui sont valorisés au niveau de chaque produit, au niveau de chaque composante. En plus, il y a un impact environnemental du secteur de la construction qui est considérable. Il est responsable pour 40% de la consommation globale de l'énergie. Il émet 33% des émissions globales des GES. Il est responsable de 50% de toutes les ressources non renouvelables consommées par l'humanité. Et il est responsable de 30% du gisement des déchets matériels. Donc, vous voyez que le secteur de la construction est un facteur important et il y a des arguments de taille pour le transformer. C'est un constat qui a également été repris par le gouvernement néerlandais qui a adopté un programme national pour une économie circulaire avec des objectifs très clairement définis. Par le biais de ces objectifs, on aimerait atteindre 50% de circularité en 2030 et 100% d'économie circulaire en 2050. Ce sont des formules plutôt abstraites, mais on pourrait dire que c'est une vision tout à fait claire à long terme. Afin d'atteindre ces objectifs, le gouvernement a défini 4 stratégies qui décrivent un peu notre approche néerlandaise pour arriver à une économie circulaire. Il s'agit tout d'abord de la réduction, le remplacement, la prolongation et la valorisation.
Et, et je vais vous expliquer un peu le contenu de ces éléments pour vous dire de quoi il s'agit. En ce qui concerne le remplacement, il y a Zum einen, il y a deux stratégies. D'un côté, on favorise l'utilisation des matériaux biosourcés. Normalement, on travaille avec des matériaux abiotiques et les matériaux biosourcés sont vraiment un élément, en juste une part minuscule actuellement. Mais nous sommes en train de favoriser l'emploi de ce type de matériaux biosourcés pour l'isolation thermique, par exemple, pour le second œuvre, par exemple, mais jusqu'à développer des éléments préfabriqués et des bâtiments au complet en 3 dimensions. Quand il s'agit, par exemple, de prendre des modules en bois. Et de l'autre côté, il y a aussi la possibilité d'utiliser des matériaux secondaires où nous avons des parts très faibles encore actuellement. Vous voyez, 95% des matériaux premières. Et là, il y a différentes possibilités. On peut remplacer des matériaux au niveau des matières premières pour l'isolation, pour la maçonnerie, pour le béton et le ciment. Et il y a également des matériaux qui viennent pas du tout de la construction, qu'on retrouve dans l'isolation. Au niveau des matériaux également, on pourrait remplacer, on peut reprendre du verre, des fenêtres par exemple, jusqu'au niveau des éléments de construction qu'on peut réemployer et du revêtement du sol par exemple, ou par exemple de prendre quelques parties d'un bâtiment et de le réutiliser au complet ailleurs. Ça, c'est l'image en haut à droite. Voilà, ça c'était le remplacement. Il y a une autre stratégie qui mise sur une conception adaptive où on veut prolonger la durée de vie. Là, il faut déjà avoir une conception axée sur la fonction et qui permet également de changer la fonctionnalité d'un élément. Il y a le surdimensionnement, par exemple, dans les bâtiments qui permet de changer la fonction du bâtiment parce qu'on pense déjà à l'avance plusieurs fonctions au cours de la durée de vie du bâtiment ou, par exemple, qu'on prévoit l'ajout d'autres étages sur un bâtiment. Le quatrième point, ça c'est la flexibilité de l'espace public où on crée un bâtiment avec un plan relativement neutre et par la suite, on l'aménage. Et on peut également tenir compte de l'infrastructure qui est nécessaire. On peut peut-être prévoir plusieurs fonctionnalités de l'espace public. Mais pour la prolongation, il y a également une autre composante, ça c'est la conception démontable. Parce que quand on regarde un bâtiment du secteur traditionnel, on voit que les possibilités de déconstruction sont relativement faibles. On ne peut pas vraiment démonter ce bâtiment. Nous avons trop de conduites d'installation. On essaye de les cacher, on essaye de les intégrer, par exemple, dans les sols. On fait couler une chape de béton et après, on n'arrive plus à séparer les différentes composantes, ce qui produit des déchets. Et là aussi, il y a plusieurs possibilités de gérer la situation. On peut s'attaquer aux problèmes au niveau des produits, par exemple pour les pavés ou des matériaux pour les façades, ou on peut réutiliser des murs, on peut démonter également les revêtements du sol.
Et cette approche va jusqu'aux éléments de construction. On n'a pas forcément besoin de faire couler une chape humide, mais peut-être travailler avec d'autres pratiques, d'autres processus qui permettent de séparer les matériaux par la suite. Et cette approche peut également être appliquée au niveau d'un bâtiment au complet ou des œuvres d'infrastructure telles que des ponts. Et il y a également encore une troisième stratégie qui est mise sur la valorisation, où il s'agit de réfléchir à la question à savoir comment on valorise un bâtiment à la fin de son cycle de vie. Et actuellement, nous avons un taux de récolte de produits relativement faible. Il y a évidemment un fort taux de recyclage, mais c'est du downcycling de déchets. Et nous avons développé plusieurs méthodes comment on peut aborder cette problématique. Tout d'abord, le recyclage. Quand on est en train de déconstruire un bâtiment, il faut pourvoyer au tri des matériaux et faire attention à ce que chaque matériau peut être recyclé séparément. On peut également le faire au niveau des différents matériaux, parce que on a des technologies de démontage pour les bâtiments existants, ce qui nous permettent de réemployer des fenêtres, par exemple, ou aussi des tuiles dans des nouveaux projets. Et ceci va jusqu'à à la démontage de la construction au complet, même du gros œuvre en béton, par exemple. Et il y a des exemples où on a démonté un œuvre en béton pour le réutiliser et réemployer. Et on arrive maintenant à la dernière stratégie, ça c'est la stratégie de la réduction. Là, il faudrait réfléchir à comment réduire l'utilisation des matériaux dans leur ensemble. Actuellement, on part de la base que le bâtiment amorti est démoli et qu'il faudrait maximiser l'infrastructure et que nous avons l'habitude de miser sur l'exploitation individuelle de l'espace. Et il y a tout à fait des possibilités de s'organiser autrement, de miser davantage sur une nouvelle forme d'emploi, de garder l'existant et de les refaire. Peut-être aussi de créer des cycles au niveau local, de vraiment faire l'approvisionnement en énergie et en eau au niveau local. Et ça, c'est une stratégie qui pourrait aider à faire des économies de matériaux. Et le troisième point, ça serait la superposition de différentes fonctions entre l'espace public et du bâtiment. Et ça nous aide à réaliser la transformation vers une économie circulaire. OK, ça c'était les 4 stratégies que le gouvernement néerlandais a formulées, remplacer, prolonger, valoriser et réduire. Et c'est grâce à ces stratégies, on essaye de réaliser la transformation. Voilà encore une fois une vue d'ensemble. Un point qui est important, c'est de tenir compte de l'impact qui a lieu à plusieurs endroits différents. Quand on arrive à réduire la consommation des matériaux, il faut le faire avant le début de la construction. Par contre, le remplacement d'un matériau peut se faire pendant la construction. Et en ce qui concerne la conception adaptive, on voit que l'impact a lieu seulement après la fin de vie du bâtiment, où on peut récupérer des matériaux et économiser des matériaux pour la construction future. Et la valorisation
rentre en compte lors de la démolition, après la démolition. Ça, c'était les stratégies avec lesquelles on travaille et qu'on essaye d'améliorer constamment. Et je passe maintenant au prochain chapitre de ma présentation où je veux parler des obstacles et des opportunités. On se trouve dans une phase de transformation ici aux Pays-Bas. Actuellement, on vit dans une économie linéaire. On veut réaliser une économie circulaire. Et aux Pays-Bas, nous avons décidé que l'année de départ, c'est 2016, l'année de référence, pour mesurer nos projets. Nous avons établi un système de suivi. Nous avons vu les progrès sont un tout petit peu à la traîne. La première étape est 2030, la deuxième étape 2050, 100%. Et actuellement, en 2025, nous avons atteint seulement 10% d'économie circulaire sur les matériaux de construction. Donc, on voit que ça ne va pas si vite qu'on aurait aimé. Et ceci est dû un peu au fait que nous sommes dans une phase de transformation, une phase dans laquelle il faut mettre en veilleuse ou carrément arrêter les anciennes manières de faire et développer en même temps de nouvelles procédures. Et ça se voit ici dans la courbe de transformation. Et vous voyez qu'au milieu, la partie en jaune, ça c'est la partie où il faut tout réorganiser, tous les processus en même temps, et ce qui sème un tout petit peu le chaos, une situation dans laquelle on n'a pas forcément le contrôle de tous les aspects. Et j'aimerais bien commenter cette situation. Tout d'abord, il s'agit des obstacles que je vais vous expliquer et ensuite vous allez trouver sur la droite nos solutions ou nos pistes tout d'abord. Et par exemple, on a une offre fragmentée, il y a une importante part de travail manuel et les méthodes de mesure jouent un rôle, les procédures également. Les synergies, l'espace dont on a besoin et aussi les incitations législatives. Donc ça, ce sont les points que je vais aborder avec vous et je vais commencer par l'offre fragmentée. Aux Pays-Bas, nous avons un vraiment très grand nombre de marchés pour les matériaux secondaires, des plateformes, etc. Mais il y a une quantité limitée et il y a également très peu d'offres à l'extérieur de ces plateformes. Donc, on voit que la situation de l'offre est complexe et décentralisée. Et actuellement, on essaye de voir si on peut changer la situation. On essaye d'élargir la mise en relation. On essaye d'évaluer des différentes plateformes et des différents marchés dans les Pays-Bas et de les relier entre eux. On essaye également de les faire intégrer dans les standards pour les appels d'offres et afin d'améliorer leur fonctionnement. Un exemple, ce serait du spot. Ça, c'est une plateforme qui n'est pas vraiment un marché en soi, mais est un outil pour la mise en contact. Ils essayent d'identifier la meilleure offre pour une demande spécifique. Et en parallèle, il y a aussi
une évolution qui me paraît particulièrement importante, qui est comme suit. Il y a des produits, il y a des matériaux qui devraient retenir sur le spécialiste de vente, tout simplement, qui devrait figurer sur figurer comme alternative à l'offre de matériaux primaires. Et ainsi, quand je cherche quelque chose, je peux m'adresser à un seul interlocuteur qui pourrait m'offrir les deux. Un exemple, c'est Rebrick. Ils sont en train de reprendre des pierres de bâtiments démolis. Ils les nettoient et ils essayent de générer une offre qui pourrait être offerte à côté des matériaux primaires. Peut-être un exemple, comment on peut utiliser cette approche. Là, vous voyez un bâtiment qui est dont la conception est vraiment axée sur l'offre de matériaux secondaires. On essaye d'intégrer des produits tels que les panneaux de toiture, par exemple, ou des éléments de façade, des lucarnes, des Velux, etc. Donc, on a conçu ces bâtiments selon l'offre existante de matériaux secondaires et ça donne un ensemble de bâtiments relativement intéressant. Mais ce qui frappe, c'est quand même un petit bâtiment relativement individuel et ceci s'explique aussi par la quantité limitée de matériaux. Le prochain point, ça c'est la forte part de travail manuel. Quand on veut créer des chaînes d'approvisionnement avec ces matériaux secondaires, on se heurte un peu à cet obstacle-là. Nous avons vraiment besoin de beaucoup de travail manuel pour rendre les produits aptes à la réutilisation dans la nouvelle fonction. Et finalement, il y a également l'aspect des coûts. Quand on a du travail manuel, on génère également des coûts. Et nous avons vu la problématique. On s'est penché sur les pistes de solutions. Là, vous voyez une possibilité de réutilisation des pierres de pavé. Et il faudrait donc créer un mode de transport qui permet la pose automatisée. Donc, il faut les mettre sur des palettes, il faut les réarranger pour que les grandes machines puissent les utiliser, même s'il s'agit d'une pierre secondaire. Un autre exemple, ça c'est le temps de travail sur le chantier. Il faudrait économiser du temps, tout simplement parce que le travail manuel, travail fait par l'homme, est relativement cher et coûteux. Donc, on s'est dit que ces éléments circulaires devraient être préfabriqués à grande échelle et devraient être conçus de telle façon qu'on peut les monter dans un temps relativement rapide. Et là, vous voyez l'exemple d'une chaîne d'approvisionnement d'éléments de bois usés. Ça, c'est une approche qui permet de transformer le bois disponible pour qu'il puisse être utilisé comme un matériau neuf, par exemple pour fabriquer des cadres de fenêtres. Et on a travaillé avec des scans CT pour identifier les métaux dans le bois. Et après, on travaille avec des robots pour enlever les métaux et pour permettre de massifier et automatiser cette chaîne d'approvisionnement. Ça, ce sont des exemples qui renforcent l'approche d'automatisation. J'arrive au prochain point, qui est la perte de valeur économique qui existe
pour les matériaux de construction et pour les bâtiments dans leur ensemble. Il y a une augmentation de la valeur des matériaux de base jusqu'aux façades et la perte de valeur économique est d'autant plus élevée quand il faudrait démonter dans ces différentes composantes. Là, nous avons réussi à faire avancer la situation parce qu'on veut calculer la valeur résiduelle et de l'intégrer également dans les calculs de valeur de tout le projet. Il y a plusieurs évolutions qui sont intéressantes. Tout d'abord, on a identifié une méthode et il y a des parties qui essayent d'appliquer cette méthode. Il s'agit de focaliser sur la démontabilité. On essaye de mesurer le degré de démontabilité d'un bâtiment. Ensuite, on peut calculer la valeur et en partant de cette valeur, on peut voir quelle valeur résiduelle reste à la fin de vie d'un bâtiment. Et cette valeur résiduelle, on peut l'intégrer dans les investissements et on peut créer un budget. Et ça, c'est un levier relativement intéressant pour faire avancer l'idée de la circularité. J'aimerais bien revenir sur la démontabilité. Alors, comment peut-on la mesurer? Il y a 4 composantes qui entrent en compte. Tout d'abord, la jonction de différents matériaux. Est-ce que c'est collé ou est-ce que c'est facile à démonter? Le prochain facteur, ça c'est l'accessibilité. Y a-t-il la possibilité de le démonter sans détruire d'autres éléments? Ensuite, les différentes façons de joindre des éléments. Est-ce que les murs intérieurs sont fixés sur le sol, par exemple, ou est-ce qu'ils sont fixés dans le sol, par exemple? Et ça a un impact sur la démontabilité et la valeur du matériau une fois sorti du bâtiment. Et le dernier point, ça c'est le croisement, où il faut voir s'il y a différents éléments dans une chape sont, par exemple, entrecroisés. Et s'il faut tenir compte de facteurs supplémentaires pour les enlever du bâtiment. Ça, ce sont les 4 facteurs qui définissent la valeur. Et quand on regarde l'ensemble, on peut calculer une valeur résiduelle. Et ça, c'est un aspect très important pour le calcul du budget. Là, il y a encore un autre point qui est l'absence de demande. Nous demandons pas assez, nous revendiquons pas assez l'emploi de matériaux circulaires. Nous avons nos habitudes. Évidemment, il n'y a pas d'incitation par la loi. Ça, c'est un point très important. Aux Pays-Bas, il n'y a pratiquement pas de cadre législatif qui imposerait l'utilisation de ces matériaux. Voilà pourquoi le marché reste à la traîne. Les chaînes d'approvisionnement ne fonctionnent pas et la coopération ne se développe pas. En ce moment, on essaye de promouvoir la coopération entre le secteur public et le secteur privé, tout simplement pour créer cette demande. Et ça, c'est un
une approche qui est assez prometteuse. Actuellement, nous n'avons pas de cadre législatif contraignant. Il faut miser sur la volonté. Et il y a par exemple plusieurs pactes qui se créent, par exemple le pacte pour la construction en bois ou un autre pacte qui est axé sur l'avenir où on essaye de tenir compte d'aspects de durabilité du bâtiment. Il y a une autre convention où on essaye de créer des directives pour la gestion du bâtiment existant pour éviter que tout soit démoli tout de suite. Et tout ça, ce sont des ententes volontaires entre le secteur public et le secteur privé. Et on essaye vraiment d'augmenter le niveau des ambitions sur cette base volontaire. Normalement, une telle approche est reliée à l'échange de connaissances par le biais de plateformes d'échange. Et on essaye également de présenter des exemples de bonnes pratiques pour faire avancer la thématique. Voilà un exemple. Ça, c'est le projet construction en bois qui a été lancé il y a 5 ans et qui vise à l'augmentation de la part des projets bois dans la construction neuve. Et on a réussi à augmenter la part des bâtiments en bois de 0,5% en 2020 à 5% en 2025. Et je crois que c'est une histoire de réussite, je dirais. Et il n'y avait pas de législation contraignante et personne n'était obligé de construire en bois. C'était réalisé sur une base volontaire. Une autre thématique, ce sont les méthodes de mesure. La circularité est un champ relativement complexe en ce qui concerne les méthodes de mesure. Ouais, par moment, il y a juste le terme néerlandais qui me vient en tête, désolé. Alors, pour l'économie linéaire, c'est relativement facile. On travaille et on regarde les émissions. Et ça, c'est un indicateur qui permet de mesurer tout. Pour l'économie circulaire, c'est bien plus complexe. C'est donc important de définir des méthodes de mesure qui s'appliquent vraiment à tous les partenaires sur le marché. C'était relativement difficile dès le départ, mais aux Pays-Bas, nous avons plusieurs options pour travailler ensemble. Ça fait un peu partie de la culture néerlandaise. Là, il y avait un projet où on a voulu créer des méthodes de mesure sur la base d'une définition de l'économie circulaire. Ainsi, on pouvait créer un champ d'action pour tout le marché. On a coopéré avec différents acteurs du secteur. On a discuté un certain nombre de thématiques et à la fin, on avait beaucoup de partenaires qui ont aidé à la conception de bâtiments, de mesurer et de saisir des données, etc. Et ça, c'était un peu la base de la méthode de mesure pour la circularité qui s'appliquerait à tous les partenaires dans la construction. Et ça, c'était un peu le moment où le bas blessait. Il y avait toujours de nouveaux partenaires qui arrivaient sur le marché avec des questions différentes. Et c'était un peu difficile à régler ces questions tous en même temps. Ce processus de réflexion que je viens de vous décrire a mené à un document qu'on appelle la nouvelle normalité, et ça, c'est un peu l'instrument de mesure avec lequel on travaille aux Pays-Bas de façon commune, parce que nous sommes capables de mesurer les différents indicateurs de la circularité. Il y a 3 champs.
tout d'abord, l'impact environnemental qui concerne les émissions carbone et également les possibilités de stockage de CO2, par exemple, dans le bois. Katharina vient de me dire qu'on a déjà fait beaucoup de progrès en France, mais aux Pays-Bas, nous sommes encore un peu à la traîne. Nous sommes encore loin de pouvoir intégrer l'aspect du stockage de carbone dans l'impact environnemental, ce qui est un inconvénient majeur pour le bois en tant que matériau de construction. Et ensuite, il y a des indicateurs pour l'utilisation du matériel, l'origine du matériel, l'impact sur la santé du matériel, etc. Et le troisième aspect, c'est la valeur que garde le matériel. Et ce sont les stratégies que je vous ai expliquées au début de mon intervention, l'adaptabilité, le potentiel de se faire démonter et le potentiel de réutilisation. Et là, nous avons déjà fait pas mal de progrès. Prenons le potentiel de démontabilité. On voit qu'il y a pas mal de bâtiments qui correspondent à ces facteurs et ce sont également des éléments qui sont intégrés dans les appels d'offres. Et ensuite, on analyse les marchés, on analyse l'évolution dans les bâtiments et on essaye également d'assurer le suivi suite à la construction du bâtiment pour créer un nouveau benchmark. Ainsi, nous pouvons vraiment voir dans quelle direction on évolue en ce qui concerne les différents indicateurs qui sont ici. Et il y a également le manque de fiabilité des standards de qualité. Je pourrais dire que ça, c'est un problème majeur qui empêche l'utilisation de matériaux secondaires. Nous avons une situation qui manque cruellement de règles cohérentes. Nous avons peu d'informations concernant l'origine et la composition des matériaux. Également la garantie. Et il y a 40 ans, il n'y avait pas d'informations sur les matériaux utilisés, mais aujourd'hui, on établit un pass pour le bâtiment qui contient toutes ces informations. Nous avons également un problème avec les garanties et la responsabilité limitée. Donc, on essaye de créer un climat de confiance sur deux niveaux. Tout d'abord, on essaye de créer des directives d'évaluation pour les différents groupements de produits dans la construction et de les standardiser. Pour le bois, par exemple, on définit certains processus de déroulement pour le bois qui peuvent ou doivent être appliqués constamment et qui créent donc des standards pour les matériaux. Et quand nous avons un certain nombre de projets pilotes, de projets d'études sur le terrain et aussi dans les labos où on essaye d'évaluer la qualité, et la durabilité et la performance des matériaux biosourcés. Il s'agit en partie du dimensionnement de ces produits, par exemple, de la charge admissible, etc., mais aussi de la durée de vie. Il faut essayer de voir combien de temps on peut utiliser ces produits une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à quel point ils résistent à l'impact environnemental et évidemment aussi la charge admissible qui rentre en compte. Donc ça, ce sont deux aspects très importants. Et un autre point, ça c'est le manque d'efficacité des processus. Il y a beaucoup de processus qui ne correspondent pas du tout aux besoins de la construction circulaire.
Voilà un petit aperçu de ces facteurs. Il y a des délais insuffisants pour vérifier la compatibilité des produits. Il y a un manque de terrain disponible pour les stocker et nous n'avons pas assez d'informations sur la composition des matériaux et la méthode de la construction. Et le dernier point, ça c'est un peu l'exemple que j'aimerais vous citer en tant qu'exemple négatif qui souligne l'importance de l'échange d'informations. Vous voyez un lycée à Amsterdam, c'est une construction modulaire. Vous voyez le module en haut à gauche. C'est un bâtiment conçu et intelligemment. On a essayé de tenir compte des aspects du changement climatique. Tout est démontable, etc. Mais malheureusement, il y avait une petite catastrophe que vous voyez ici en gauche, à gauche, en bas. C'était clair dès le départ, c'est un bâtiment temporaire, mais au bout de 5 ans, quand il fallait le déplacer, l'entreprise de construction Pleite gegangen? a fait faillite. Ouais, donc, l'entreprise de construction a fait faillite et il n'était plus disponible. Et en plus, il n'y avait pas de dessin, il n'y avait pas d'instruction comment démonter ce bâtiment modulaire. Peut-être ils n'ont jamais existé, peut-être ils n'étaient plus disponibles. L'histoire ne le dit pas. Et en plus, il fallait faire vite parce que la commune voulait libérer le terrain pour construire un bâtiment permanent. Et on pourrait dire qu'on a perdu beaucoup de valeur dans le contexte de ce projet. Ça, c'est un exemple négatif qui démontre jusqu'à quel point il est nécessaire de se réorganiser. Si on avait dit dès le départ, ce bâtiment sera libéré dans quelques années, on aurait déjà pu mieux faire. Et on aurait peut-être pu le passer à un autre occupant. Ouais, encore un autre point. Un autre point, ce sont les synergies non exploitées. L'économie circulaire offre beaucoup de possibilités d'agir sur d'autres champs, vers d'autres thématiques. Vous voyez ici qu'il y a beaucoup d'influence sur la consommation d'énergie, par exemple, parce que les émissions de GES sont réduites quand on travaille avec des matériaux circulaires. Et on améliore également la qualité environnementale par la réduction de l'impact nocif de la production des matériaux premiers. La souveraineté d'approvisionnement est également très importante, ce qui n'est pas anodin dans le contexte géopolitique dans lequel on évolue. Et il y a également un impact positif sur la biodiversité. Et là, nous avons également un exemple intéressant aux Pays-Bas. On a lancé un programme national de la construction biosourcée. Pourquoi a-t-on fait ça? Tout simplement parce que nous avons des problèmes avec l'oxyde d'azote. Et ça pose problème aux zones de Natura 2000 où on n'a plus le droit de construire parce qu'il y a trop d'oxyde d'azote à cause de l'agriculture, mais aussi à cause de la construction. Et là, la construction circulaire et des matériaux biosourcés pourrait avoir un impact positif. Voilà pourquoi on a lancé ce programme. Ce programme va réduire le cheptel d'animaux qui est responsable de ces émissions d'azote. Et de l'autre côté, il permet aux agriculteurs de changer de culture. Et
Ces nouvelles cultures pourraient livrer les matériaux biosourcés pour la construction locale. Et ainsi, on a transformé deux secteurs, l'agriculture et la construction, qui aideraient à résoudre la problématique de l'azote et on pourrait aussi améliorer l'empreinte écologique de la construction. Je pense que c'est tout à fait intéressant. Ça, c'est assez difficile à lire. Ici, il s'agit de tenir compte du manque d'espace. Vous savez tous que l'économie circulaire est une économie qui a besoin de beaucoup de surface pour stocker, entreposer des matériaux. Et les Pays-Bas sont un petit pays avec peu de surface et on essaye d'améliorer la situation pour tout le monde en réorganisant les filières. Et on parle de deux types de matériaux où nous avons donc créé deux plateformes. Une plateforme pour des produits de base et aussi une plateforme pour le urban mining. La plateforme pour les produits de base essaye de trouver une possibilité de transformer des matériaux et dans le urban mining, on essaye de miser sur le tri, le stockage et la redistribution des matériaux. Il y a Et on revient à la question que j'ai posée au départ. Est-ce qu'un bâtiment peut être considéré comme une banque de ressources, une banque de matériaux? La question n'est pas facile parce qu'on ne peut pas prendre quelque chose dans le bâtiment et l'intégrer dans le nouveau bâtiment tout de suite. Nous avons besoin d'une phase de transport et d'entreposage, etc. C'est au niveau des provinces qu'on essaye d'aborder cette question et de créer de l'espace pour cette économie circulaire et également des espaces qui permettent l'échange entre les différentes communes et les différents acteurs sur le marché. Et maintenant, j'arrive à mon dernier aspect qui est le manque d'incitation législative. Ça, c'est vraiment un problème pour les Pays-Bas. On vient de me dire que vous êtes sur une bonne voie en France, où les matériaux secondaires sont labellisés comme éco-compatibles, mais aux Pays-Bas, on n'est pas encore arrivé à un tel point. Aux Pays-Bas, nous avons également quelques lois qui permettent aux organismes de faire le mieux avec les moyens dont ils disposent. Et ça, c'est par exemple le règlement pour projets expérimentaux qui permettent de réaliser quelques projets avec des conditions cadres plus favorables et qui augmentent un peu la marge de manœuvre pour l'architecte et pour le constructeur. Là, vous voyez un exemple d'un bâtiment qui a ce titre expérimental. Il s'appelle le Greenhouse, la maison verte, la serre, où on a testé plusieurs approches, comme par exemple une façade vitrée de verre réutilisé, des blocs sanitaires réutilisés ou une structure en acier qui est démontée et remontée et qui reste remontable, etc. Des planchers du rez-de-chaussée qui sont faits en briques réutilisées, etc. Tout ça nous permet de répondre à la question pourquoi la transformation reste un peu à la traîne. Et ça, ce sont également les leviers et les facteurs qui devraient nous aider à améliorer la situation et à faire progresser la situation vers les objectifs. Merci beaucoup de nous avoir expliqué les conditions cadres et la situation aux Pays-Bas.
Je vais peut-être répondre à quelques questions parce qu'il y a encore les exemples que tu as préparés et qui vont peut-être répondre. La première question, Katharina, vient de la France, mais il y avait déjà la réponse finalement. Ce n'est pas l'État qui définit le pourcentage, le taux de matériaux secondaires. Non, tout passe par les pactes volontaires. Et la question était s'il y a peut-être un pourcentage, mais il n'y en a pas. Et j'aurais une question concernant les pactes, Convenant, comme tu l'appelles. Est-ce qu'il y a un pacte pour chaque projet ou est-ce que c'est une commune ou une ville qui conclut un pacte avec plusieurs promoteurs et entreprises de construction et ils s'engagent d'utiliser un certain pourcentage de matériaux secondaires? Oui, à peu près. Normalement, ces pactes s'appliquent à des régions. Nous avons la région métropolitaine d'Amsterdam. C'est pas seulement Amsterdam, mais également les communes riveraines. Et ça, c'est à peu près l'étendue d'un tel pacte. Et si tout marche bien, les communes et les villes dans cette région signent le pacte avec les promoteurs, avec les bailleurs sociaux, avec les entreprises de construction. Ils essayent de se mettre d'accord dans le cadre de ce pacte ou de cette convention. Alors, ils essayent de respecter les règles imposées de façon volontaire. C'est ça, hein, il n'y a pas de droit contraignant. Et comment réagissent les banques quand on tient compte de cette valeur résiduelle? Est-ce qu'une banque doit tenir compte de cette valeur résiduelle ou elle peut tenir compte? Non, non, il n'y a absolument aucune obligation, hein, ça c'est très important. Tout se passe sur une base volontaire hein, quand on parle de ces pactes. Alors, les banques, qu'est-ce qu'ils font? Ils accordent donc un crédit et quand ils voient qu'il y a des matériaux biosourcés, ils pourraient peut-être améliorer les conditions pour le crédit. En ce qui concerne la valeur résiduelle, ils sont un peu à la traîne. Là, les banques sont réticents. Est-ce que c'est la taxonomie qui pourrait intéresser les banques, la taxonomie européenne, ou est-ce que ça ne vous regarde pas? Oui, oui, ça c'est tout à fait une thématique qui s'appliquera à l'avenir. Hein, et on pourrait peut-être faire pression par la taxonomie. Il n'y a pas de législation, pas de cadre législatif aux Pays-Bas, mais on peut souligner le fait qu'il y a cette directive et qu'il y a également des pays en Europe qui l'ont déjà appliquée. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec des banques européennes? Oui, mais les banques européennes, surtout la direction, n'est pas directement concernée par les projets de construction. Oh, je dirais pas. Et entre-temps, les banques cherchent des bâtiments qui leur permettraient de couvrir leur part obligatoire d'engagement écologique. Normalement, ils sont assez friands de tels projets parce qu'ainsi, ils pourraient correspondre à quelque chose. En théorie, ça a vraiment du sens. David, tu voulais poser une question. Tu voulais lire les questions qui ont été posées en allemand. Il y a une partie des questions qui ont déjà été répondues. Je vais essayer de résumer un peu les questions. Alors, l'interaction entre le cadre législation et la pratique, ça c'est vraiment très intéressant. Tu as dit qu'il y a un problème entre les manques de standards de qualité et les directives. Et maintenant, il reste une question.
Y a-t-il des approches? Comment peut-on assurer l'utilisation de matériaux secondaires? Y a-t-il des acteurs qui s'occupent de cette question quand le gouvernement ne le fait pas? Oui, ce sont les représentants des différentes filières de matériaux biosourcés ou peut-être aussi les entreprises qui essayent de se positionner. Donc, qui essayent d'assurer l'employabilité de leurs propres produits. Diese Gruppierung auf die Agenda setzen. Donc, ça fait partie des approches. Et encore une autre question? Il y a peu d'obligations, peu de lois qui requièrent l'implication des produits secondaires et de réutilisation dans les appels d'offres. Est-ce qu'on mise sur une base volontaire? Alors, chez nous, aux Pays-Bas, on l'intègre de plus en plus dans les appels d'offres. Parce que dans un appel d'offres, on essaye d'identifier la meilleure offre et ça ne passe pas seulement par le facteur financier, mais assez souvent, on intègre également les critères de circularité. Et ça, c'est vraiment important. Parce que ça, c'est ce que j'ai décrit en tant que la nouvelle normalité. Il y a des indicateurs. Il faut avoir des indicateurs qui s'appliquent à tout le monde. Et quand on a également vérifié ces indicateurs-là par des benchmarks, ça devrait fonctionner. Ensuite, on peut directement demander ces aspects-là. Quels sont les acteurs qui sont à la base de la nouvelle normalité aux Pays-Bas? C'est ça ce qui est intéressant aux Pays-Bas. C'est cette coopération large entre plusieurs acteurs. Ce sont des initiatives qui sont portées par certaines parties. Dans notre cas, c'était une fondation pour la construction circulaire et qui ont lancé une initiative pour démarrer le projet. Et eux, ils étaient capables de réunir toute la panoplie des acteurs de la construction aux Pays-Bas pour avoir un maximum d'informations. Tout le monde a contribué et tout le monde était d'accord qu'il fallait trouver des critères de mesure et on a évalué ensemble qu'est-ce qui était possible. Merci. Et peut-être encore une petite dernière remarque. La dernière vraie incitation législative aux Pays-Bas pour la circularité et l'impact environnemental du bâtiment. Donc, on calcule pour le mètre carré quel est l'impact. On essaye de tenir compte des 21 facteurs environnementaux et aussi le cycle de vie total de la production de chaque matériau jusqu'à la réutilisation. Et on évalue donc tous les matériaux qui sont utilisés dans un bâtiment et on essaye de calculer une valeur par mètre carré. Et cette valeur a un impact sur le choix des matériaux. Et quand j'utilise des matériaux secondaires, cette valeur s'améliore par rapport à l'emploi de matériaux primaires. Mais la valeur seuil est tellement élevée en ce moment que je peux encore très bien continuer à utiliser les méthodes traditionnelles. À cela s'ajoute encore un autre facteur. Le réemploi est également intégré dans la réutilisation est également intégrée dans le calcul. Et ça, c'est en faveur des producteurs de béton qui disent oui, mais ça peut être réemployé ad vitam aeternam. Et donc, ils peuvent améliorer leur impact environnemental. Et pour le bois, on ne peut pas tenir compte du stockage de carbone, ce qui est alors inconvénient. Et pour le bois, on tient compte
la combustion du bois qui fausse un peu la donne. Et ça fait partie des problèmes auxquels on se heurte. Il y a une méthode de mesure, mais c'est relativement compliqué. En France, on a fait du bon travail. Dans la phase pilote de la législation, on n'a pas encore tenu compte de la valeur de stockage de carbone. Et après, ils se sont mis à réviser la législation et pour la version actuelle, c'est encore là. Mais la combustion de CO2 ne rentre pas en compte. Ja, absolut, ja. Et Ja. voilà pourquoi le bois est mieux coté en France. Mais tu as tout à fait raison, il y a beaucoup de lobbies pour le béton et Ja. ils connaissent leurs calculs Am Ende des Tages. dans ce lobby. Am Ende des Tages, richtig. Ouais. Donc, de tous les côtés du Rhin, c'est la même situation. Et encore une question en France. C'est Madame Paulus qui voulait poser une question. Madame Paulus, est-ce que Stéphane Daniel a répondu à votre question par rapport aux objectifs du développement durable? Si vous voulez, vous pouvez prendre le micro. Peut-être elle va revenir lors de la deuxième possibilité de poser des questions. Tout à l'heure, on va accorder la parole. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose. Oui. OK, la question a déjà été répondue, donc on peut en rester là. Donc maintenant, j'aimerais vous montrer quelques exemples. Et j'ai cherché quelques exemples et j'ai créé 3 catégories, matériaux de construction, infrastructures et bâtiments. On va commencer par les matériaux de construction. Là, vous voyez un exemple qui me paraît intéressant. Ce sont les tuiles utilisées pour des toitures. Ça, c'est une combinaison entre les produits et le marché qui marche très, très bien. C'est un produit facile à démonter et on peut les trier, on peut les nettoyer. On a déjà développé des méthodes. On a également des possibilités d'évaluation de la qualité. Et une grande partie de ces tuiles peuvent obtenir une garantie pour un certificat de 20 ans. Et là, nous avons une multitude de bons exemples qui permettent aux produits de retourner sur l'étagère à côté de leurs frères et sœurs fraîchement produites. On a déjà évoqué l'exemple des briques avec ReBrick, où nous avons déjà de bons exemples. Là, vous voyez les différentes étapes qu'il faudrait parcourir suite à la récolte, entre guillemets, au démontage. Et je ne sais pas si on parle vraiment de récolte en allemand, mais en néerlandais, on parle de récolte de ces matériaux. Okay. Je ne sais pas si en français on peut parler de récolte en allemand ou récolte en français. Peut-être si vous avez d'autres propositions pour la récolte. Oui, OK. Alors David dit qu'on parle également de récolte en allemand pour ça parce que ça c'est assez imaginatif et c'est un terme qui est très parlant. OK. Alors, je reviens à mes briques. Là, on voit que c'est un produit démonté qui finalement est vendu sous palette et qu'on peut trouver dans un catalogue sur une plateforme et qu'on peut intégrer dans un nouveau bâtiment, comme ici. Ça, c'est un projet qui se spécialise à démonter des bâtiments construits avant 1980 où on a travailler avec des briques d'une bonne qualité, faciles à trier. Et ensuite, c'est important offrir un produit qui peut être massifié dans la construction par la suite. Un autre exemple, ce sont les panneaux de plâtre, un produit qu'on trouve un peu partout. Là, il y a également quelques entreprises qui se sont attelées à la tâche de récolter ces matériaux, le transforment
le nettoie. En principe, il rajoute peut-être un film et ensuite on peut réutiliser ce produit en tant qu'élément de plafond ou de mur, etc. Et il y a aussi des faux plafonds ou des fausses murs où on peut l'utiliser en tant qu'élément intérieur qui n'est pas visible. Donc, pour des doubles parois, ce sera la paroi intérieure qui ne serait pas visible. Et la deuxième couche sera faite par un matériau neuf, par exemple. Là, il y a encore un autre exemple qui est l'utilisation de verre. Là, nous avons des projets d'évaluation avec l'Université d'Amsterdam où on essaye de voir comment on peut rendre le processus plus efficace. Et il y a des acteurs sur le marché qui offrent des produits secondaires à côté de leurs produits primaires. On prend par exemple des vitrages et on les intègre dans les nouvelles fenêtres de double vitrage. On le nettoie, on définit le dimensionnement, on les découpe, on fait un nouveau coating et après on l'intègre dans les cadres pour les fenêtres. Ça aussi, ça c'est une approche tout à fait intéressante. Et là, vous voyez un projet qui est encore tout à ses débuts, mais je crois que c'est vraiment intéressant. Il s'agit donc de produits de CLT et on essaye de voir si on peut réutiliser des palettes. Donc, un bois de faible qualité, si on peut l'utiliser pour se contreplaquer. Et il y a des résultats tout à fait encourageants en ce qui concerne la solidité, le dimensionnement, etc. Et là, il faudrait également assurer le bon fonctionnement d'une chaîne d'approvisionnement que j'ai déjà expliqué. Il faudrait éliminer les morceaux en métal, etc. Mais quand on arrive à vaincre ces difficultés, ça serait une chaîne d'approvisionnement tout à fait intéressante et viable. Et ces matériaux ont déjà été utilisés dans le bâtiment que vous voyez en bas à droite. Un autre exemple, ça c'est un produit de plastique. Ça c'est un bureau d'architectes qui ont développé un matériau basé sur des déchets plastiques. Et ils ont donc créé un matériau d'une certaine valeur esthétique. Et ça aussi, ce serait une approche tout à fait intéressante. En ce qui concerne les briques, on peut également les utiliser en tant que matière première. Ça, c'est le projet Waste-Based Brick, où on prend le gisement de déchets de construction, on le trie selon les différentes tailles, les différentes couleurs. Et on les reforme avec une cuisson légère en tant que briques. Et ce qui est intéressant, parce que ce sont quand même des déchets d'anciennes briques déjà cuites une fois, on peut les recuire avec la moitié de l'énergie seulement. Et ça, c'est une approche qui se répand de plus en plus et qui rentre en compte lors de plusieurs projets de construction. Le démarrage était difficile sur le plan technique, sur le plan financier, mais ça s'améliore au fur et à mesure.
Un autre matériau intéressant, c'est le béton. Ça, c'est le développement du Smart Liberator, où on essaye de trier ou de décomposer le béton dans ses différentes composantes. On essaye de récupérer le béton de la démolition et on trie le béton en fractions et, et on essaye de travailler avec du béton qui n'est pas encore complètement intégré. On essaye de récupérer les éléments qui sont récupérables. Et tout ça, c'est vendu en tant que free cement, qui n'est rien d'autre que du ciment réutilisé. Et ça aussi, c'est tout à fait intéressant parce que l'impact environnemental est important. Encore quelques leçons que nous avons apprises. Quels sont les facteurs qui favorisent tout d'abord les coûts faibles pour les matériaux résiduels, l'importance de l'origine locale des matériaux pour éviter des chemins de transport relativement larges, des coûts élevés pour transport et élimination. Quand on voit que les coûts sont faibles, les gens sont tout à fait prêts à prendre des matériaux secondaires. Ensuite, peu d'étapes de traitement, peu d'efforts de traitement requis. Également la possibilité d'entreposage efficace. L'isolation thermique, par exemple, est un matériau léger, mais très volumineux. Et ce n'est pas un matériau qu'on peut transporter facilement. La maçonnerie est un produit qui s'offre au transport. C'est compact et on peut le manipuler. Et évidemment, la grande empreinte écologique des matériaux primaires qu'on voudrait remplacer par des matériaux secondaires. Et quand cet impact écologique est important, ça vaut la peine de choisir une alternative. Et peut-être encore quelques remarques concernant des projets d'infrastructure. Là, vous voyez, on a déjà parlé des différentes plateformes et de marchés qui existent aux Pays-Bas. Une plateforme s'appelle Banque de Ponts. On ne parle pas de banque de matériaux, mais de ponts au complet. Et ça, c'est une approche tout à fait intéressante. Et un de ces ponts est ce pont de Drenthe, où on a reconstruit un pont pour cyclistes. Et la commune est tombée un peu sur cette plateforme. On a décrit les spécifications pour le pont, on a modifié un peu les éléments et on a rajouté quelques éléments, mais dans l'ensemble, on a pu réutiliser, je dirais même réemployer ce pont. Alors, c'est un pont qui est secondaire dans son intégralité. Ça aussi, ce sont des éléments qui fonctionnent. Là, vous voyez une autre approche, une approche qui va plus vers l'avenir, où on tient compte de la réemployabilité et de la réutilisation lors de la conception. Ça, c'est un produit qui est conçu comme des briques Lego. Il y a plusieurs éléments qui sont imbriqués et qui peuvent être démontés facilement et remontés ailleurs. Et un autre exemple, ça c'est le Blademan, une possibilité de réutilisation de composantes d'éoliennes en tant que mobilier urbain. Nous avons donc un élément qui a beaucoup d'impact environnemental où on n'a pas encore créé des filières de valorisation ou d'élimination. Et cette entreprise a dit oui, je vais prendre ces matériaux pour créer du mobilier européen, par exemple, des murs par bruit, etc. Et là, j'arrive au bâtiment. Ça, c'est mon dernier chapitre que j'avais préparé, où je vous ai préparé 2 exemples que je vais aborder dans les 5 minutes qui restent. Le
premier bâtiment, ça c'est l'office, un ancien bâtiment de bureau du ministère de Défense qui a été démoli avec la stratégie d'un maximum de réutilisation et de réemploi. Donc, on voulait garder toutes les parties qu'on pouvait garder. Après, on voulait réutiliser les matériaux sur place pour le nouveau bâtiment. Et ensuite, on voulait choisir un bâtiment donateur qui pourrait fournir des matériaux supplémentaires, ensuite utiliser uniquement des matériaux biosourcés et pour le tout petit reste, on travaillait avec des matériaux primaires neufs. Là, vous voyez un aperçu du bâtiment qui date de 1980 et c'était un projet pilote où on voulait essayer ce qui était faisable pour récolter un maximum d'expérience. Mais l'objectif de départ était la réutilisation et le réemploi en interne et après sur l'extérieur. Là, vous voyez le bâtiment donateur, c'est une ancienne banque qui devait subir une rénovation vers plus de durabilité et on a donc éliminé un certain nombre de matériaux. Ça, c'était le bâtiment donateur. On a créé une liste de courses et on a essayé de regarder quels matériaux étaient disponibles. Et ce qui était intéressant, c'était une coopération avec l'entreprise de démolition qui était responsable pour les deux bâtiments et qui était capable de voir quels matériaux étaient disponibles dans le bâtiment donateur, lesquels étaient requis pour le bâtiment de reconstruction. Et c'est l'entreprise de construction qui a assuré également le transport d'un bâtiment à l'autre. Il s'agissait des parois modulaires, des plafonds réfrigérants, etc. Et il y avait également une zone test où on a essayé d'évaluer différentes phases d'adaptation et de traitement. Ainsi, on a réussi à identifier et à mettre en pratique différentes solutions. Par exemple, les briques, les éléments de maçonnerie qu'on a utilisés en tant que revêtement de mur, les carreaux de moquette qui ont été réarrangés pour cacher les traces d'usure, également les lucarnes qu'on a découpées dans le plafond en béton et les morceaux coupés ont été utilisés en tant qu'éléments décoratifs ailleurs. Donc, on a intégré dans la conception du nouveau bâtiment, donc on a intégré dans le nouveau bâtiment, dès la conception, tous ces matériaux qui étaient disponibles. Et ainsi, on a créé un bâtiment qui était vraiment neuf, qui a changé d'ambiance en utilisant des matériaux de seconde main. Et ça, c'est un peu la leçon qu'on peut tirer de ça, que l'esthétique et la conception est très, très importante. Il ne suffit pas de réutiliser, de réemployer quelque chose, mais il faut avoir une vision esthétique. Et ça aide ça contribue activement à la contribution. Et ça, c'est le dernier bâtiment. Il s'agit d'un bâtiment circulaire pour le démontage et le remontage. C'est le palais de justice d'Amsterdam. Pour lequel on savait qu'il allait être utilisé sur un certain temps limité. Et on voulait construire un bâtiment permanent sur le terrain un peu plus tard. Et pour une certaine période temporaire, on utilisait ce bâtiment. Donc, ce terrain était confié à un consortium d'un architecte, une entreprise de démolition, une entreprise de construction qui ont pris tout le risque.
On voulait avoir une utilisation temporaire, mais représentative, de bonne qualité et avec la qualité d'un bâtiment permanent. Et au bout de 5 ans, le bâtiment a changé de propriétaire, mais ce n'était pas une transaction classique, mais on a transféré la propriété des matériaux au démolisseur. Et parce qu'on savait dès le départ quelles étaient les conditions au bout de 5 ans, on a misé sur une démontabilité complète. Il y avait des plafonds qui étaient joints de façon sèche. Il y avait également la possibilité d'avoir peu de murs porteurs, de grands espaces. Les éléments de façade étaient faits en éléments préfabriqués. Et ainsi, on a créé beaucoup de valeur. On a investi beaucoup sur la façade, tout en tenant compte de la valeur résiduelle des matériaux. Et ainsi, on a pu changer un peu le front du bâtiment. Ça, c'est un peu le levier que j'ai évoqué tout à l'heure. Et à la fin une fois les 5 ans écoulés, on a pu reconstruire le bâtiment. On l'a fait de façon circulaire. On a démonté les différents éléments, on les a entreposés ou sur place ou dans un hangar spécifique prévu à ces fins. On a créé une banque de données avec un maximum d'informations, aussi des scans 3D de chaque matériau pour prévoir aussi les moyens de transport. Ainsi, le nouveau propriétaire a pu récupérer tous ces matériaux et a pu les réutiliser à Enschede, plus à Amsterdam, pour reconstruire exactement ce bâtiment. Vous voyez que la façade est composée de différentes plaques en verre. À l'intérieur, on pouvait réassembler tout simplement le bâtiment. Et à la fin, vous voyez une photo en 3D de ce bâtiment qui sera livré d'ici peu. Et vous voyez que ce bâtiment peut recommencer son cycle de vie. Oui, c'est très impressionnant. Ich habe hier noch ein paar kleine Lehren daraus. Encore quelques leçons que j'aimerais citer, si vous me le permettez. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre? L'entreprise de déconstruction a un rôle clé dans ces processus. C'est très important qu'il coopère avec l'architecte, avec l'ingénieur de structure, etc. C'est très important d'impliquer la valeur de cette construction démontable dès la conception. Ça, c'est un facteur très important d'avoir l'aspect financier en vue. C'est très important d'organiser un processus ouvert et adaptif parce que quand on travaille avec des matériaux secondaires, il y a des aspects qui ne sont pas prévisibles. Et il faut avoir toujours un plan B. Ça a un impact sur les marges aussi. Il faut vraiment réfléchir selon les marges et de ne pas parler de valeur fixe. Et ça, c'est très important. De tenir compte également de la logistique. Il faut savoir d'où viennent les matériaux, combien de temps est nécessaire pour le transport.
Il faut travailler avec les matériaux qui sont disponibles. Ça, c'est un grand défi aussi pour la conception, pour l'architecte. Il doit être prêt à une telle approche. Et lors de la construction, il faut tenir compte de la déconstruction. La déconstruction doit être exactement la même chose que la construction, mais à l'envers. Et les coûts jouent également un rôle important parce qu'il y a beaucoup de travail manuel qui doit être effectué, même si nous avons moins de production de matériel et le travail manuel coûte cher chez nous. Et donc, j'arrive à la fin de ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois des personnes qui applaudissent. Il y a des personnes qui ont dit au revoir et qui te remercient pour ta présentation, pour ton savoir-faire que tu partages avec nous. Et je suis désolée d'avoir dépassé un peu le temps. C'est normal, hein, c'est une thématique très, très fascinante et quand on doit décrire la transformation de toute une branche en 90 minutes et répondre aux questions, ce n'est pas facile. Merci beaucoup d'avoir partagé tes expériences. C'est remarquable de voir ce qui se passe, comment le langage évolue. On parle de banque de ressources, on parle de bâtiments donateurs. Alors, c'est vraiment intéressant et je crois que quand on parle de bâtiments donateurs, on crée des images très, très différentes. Et je crois que cette nouvelle terminologie réduit la complexité de la construction circulaire. Et je pense que c'est très important qu'on se penche ensemble sur cette nouvelle terminologie pour pouvoir apprendre de façon commune. Je vous remercie d'avoir participé à notre événement d'aujourd'hui. Cet échange est très, très important si nous voulons promouvoir la transition dans la construction de façon transfrontalière et suprarégionale. Je suis optimiste qu'on va y arriver. Merci. Merci et merci pour les autres événements que vous avez préparés. Je crois que ça, c'est vraiment une très bonne approche que vous avez ici. Et ça, c'est un échange un peu plus large et vous atteignez plus de personnes. Merci, Stéphane. Au revoir.